En Afrique vit un animal qui, chaque année, tue plus d'êtres humains que le lion, le crocodile et le léopard réunis. Et pourtant, il ne se nourrit que d'herbes. Mais le plus terrifiant chez lui, ce n'est pas sa force, c'est sa mémoire. Je suis Tomasz Krzyczek. Pour l'émission Secrets de la faune, j'ai parcouru des dizaines de journaux de chasse et d'études scientifiques. Et la première chose qui en ressort, c'est un chiffre. Le buffle du Cap tue chaque année environ 200 personnes en Afrique subsaharienne. C'est plus que le lion et le léopard ensemble et plus que le crocodile du Nil lors d'une année moyenne. Et pourtant cet animal n'a ni crocs, ni griffes, ni venin. Il possède des cornes, une demi-tonne de muscles et quelque chose que la science ne parvient toujours pas à classer correctement aujourd'hui. Une pensée stratégique qui défie tout ce que l'on attend d'un herbivore. Quand on parle d'animal africain dangereux, la plupart des gens imaginent un lion avec sa crinière rugissant à la lisière de la savane ou un crocodile surgissant des eaux troubles pour entraîner une antilope sous la surface en une fraction de seconde. Vous penserez peut-être au mamba noir, le serpent venimeux le plus rapide de la planète. Mais posez la question à n'importe qui vivant réellement en Afrique, au berger à Maasai, au guide du parc national Kruger, aux chasseurs professionnels de Tanzanie, et la réponse sera toujours la même. L'animal le plus dangereux que vous puissiez croiser dans le bush est le buffle du Cap, Syncerus cafer, l'animal que les locaux appellent la mort noire. Et ce surnom n'est pas une simple attraction touristique. Ce n'est pas un coup marketing tiré d'une brochure de Safari Lodge. C'est un avertissement qui se transmet de génération en génération. Les bergers au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique apprennent à leurs enfants à reconnaître les traces de buffles avant même de leur apprendre à lire. Parce que si vous marchez sur sa piste, si vous prenez la mauvaise direction, il est fort possible que vous ne reveniez jamais. Dans certaines communautés d'Afrique de l'Est, il existe un proverbe qui, traduit librement, dit « Le lion te tuera parce qu'il a faim. Le buffle te tuera parce qu'il le veut. » Et c'est précisément cette différence, ce passage de l'instinct de prédateur à quelque chose qui ressemble à une intention, qui fait du buffle du Cap un animal sans équivalent dans la faune africaine. Commençons par le malentendu le plus fondamental. Herbivore égale pacifique. Cette équation fonctionne pour le lapin, le cerf, peut-être même pour la girafe, bien que celle-ci puisse tuer un lion d'un coup de sabot, mais elle ne s'applique pas du tout au buffle du Cap. Être herbivore ne signifie pas qu'un animal n'a aucune raison d'être agressif. Cela signifie seulement qu'il ne mange pas de viande. Et si un animal vit dans un environnement où la moitié de la savane veut le dévorer, des lions aux hyènes en passant par les crocodiles, alors l'agressivité est précisément ce qui le maintient en vie. Le buffle du Cap a parfaitement compris cette leçon. Il n'a pas développé des pattes plus rapides pour fuir. Il n'a pas développé de camouflage pour se cacher. Il a développé la volonté de se battre, et ce, non seulement lorsqu'il est acculé, mais de manière préventive, proactive, et avec une intensité qui stupéfie même les rangers expérimentés. Les statistiques de mortalité en Afrique varient bien sûr selon les sources. Cela dépend si l'on compte tout le continent ou seulement la partie subsaharienne. Cela dépend si l'on inclut les cas qui n'ont jamais été signalés. Et dans les régions reculées du Mozambique, de Zambie ou de la République centrafricaine, de nombreuses attaques ne sont tout simplement pas enregistrées. Mais même les estimations conservatrices sont claires. L'organisation Africa Geographic estime que le buffle du Cap tue chaque année entre 170 et 200 personnes. Certains experts, comme le zoologiste kenyan John Ozembo, parlent même de 300 morts, si l'on inclut les cas indirects. Les personnes qui survivent à l'attaque mais meurent des suites de leurs blessures dans des hôpitaux manquant d'équipement. Pour comparer, les lions tuent environ 100 personnes par an, les crocodiles environ 1000, mais ce millier inclut toutes les espèces de crocodiles à travers le monde. Si l'on regarde uniquement l'Afrique et uniquement les animaux terrestres, le buffle du Cap est le numéro 1. Et c'est un animal que la plupart des touristes considèrent comme une vache brune et ennuyeuse debout dans l'herbe. Penchons-nous maintenant sur son corps, car c'est précisément l'anatomie du buffle du Cap qui explique pourquoi une rencontre avec lui est si souvent mortelle. Un mâle adulte pèse en moyenne environ 700 kg, mais ce n'est qu'une moyenne. Les plus grands mâles documentés atteignaient un poids de plus de 900 kg. C'est le poids d'une petite voiture citadine. Imaginez une voiture vous percutant à une vitesse de 50 km/h. Et maintenant, imaginez que cette voiture possède sur son capot avant 2 barres d'acier courbées, chacune longue de plus d'1 mètre. C'est exactement ce qu'est un buffle du Cap en pleine charge. Et en parlant de vitesse, le buffle du Cap
peut courir jusqu'à 57 km par heure. C'est plus rapide qu'Usain Bolt lors de son record du monde du 100 mètres. Bolt a atteint un maximum d'environ 44 km par heure et seulement sur une courte portion du sprint. Le buffle court à 57 km par heure et ne s'arrête pas après 100 mètres. Le buffle vous poursuivra aussi loin que nécessaire car, contrairement à la plupart des prédateurs qui abandonnent l'attaque après une courte distance, le buffle ne fuit pas. Le buffle termine ce qu'il a commencé. Mais plus important encore que le poids et la vitesse, il y a les cornes. Les cornes du buffle du Cap sont uniques dans tout le règne animal. Contrairement aux cornes d'autres herbivores, comme le buffle d'eau asiatique ou le bison américain, les cornes du buffle du Cap chez les mâles adultes fusionnent sur le front pour former une plaque osseuse massive. On l'appelle le boss. Et le boss n'est pas seulement une décoration, c'est un casque naturel et en même temps un bélier. La plaque osseuse sur le front d'un mâle peut faire plus de 5 cm d'épaisseur. Il existe des cas documentés où une balle de fusil de chasse de calibre .375, un calibre couramment utilisé pour le gros gibier africain, n'a pas percé le boss lors d'un impact frontal. La balle s'est déformée ou a ricoché. Un ranger du parc national de Hwange au Zimbabwe a décrit le cas d'un tireur ayant touché un mâle de face à une distance de 30 mètres avec un calibre .460 Weatherby, l'un des calibres de chasse les plus puissants au monde. La balle a pénétré le boss mais s'est arrêtée dans l'os frontal. Le buffle a survécu au premier tir, il s'est retourné et a chargé. Le tireur n'a survécu que parce qu'il se trouvait sur un point surélevé et que le buffle l'a manqué de moins d'1 mètre. Comparons maintenant le buffle du Cap à d'autres grands herbivores, car c'est précisément cette comparaison qui montre pourquoi le buffle est si exceptionnel. L'hippopotame essaie plus lourd. Un mâle adulte pèse environ 1,5 tonnes, parfois plus de 2 tonnes, et l'hippopotame est sans aucun doute dangereux. Il tue plus de gens en Afrique que le crocodile. Mais l'hippopotame est territorial. Il attaque quand vous pénétrez sur son territoire, typiquement dans l'eau ou près de l'eau. Dès que vous vous éloignez, l'hippopotame ne vous poursuivra pas. Il n'en a pas la motivation. Le buffle, lui, si. Le buffle vous suivra et si vous l'avez blessé ou menacé auparavant, le buffle se souviendra de vous. Le rhinocéros est comparable par sa masse. Le rhinocéros blanc pèse plus de 2 tonnes, le noir environ 1 tonne. Le rhinocéros a une corne imposante et une force immense, mais il a une faiblesse majeure que le buffle n'a pas, une mauvaise vue. Le rhinocéros voit à une distance d'environ 30 mètres. Tout ce qui est au-delà n'est qu'une tache floue. Cela signifie que le rhinocéros attaque par impulsion, souvent sur la mauvaise cible. Il existe des vidéos où un rhinocéros attaque un arbre ou une termitière parce qu'il les a confondus avec une menace. Le buffle du Cap ne fait pas cela. Il possède une excellente vue, une bonne ouïe et un odorat exceptionnel. Et surtout, il a quelque chose que le rhinocéros n'a pas du tout, la capacité de planifier. Et nous arrivons ici à la partie qui est peut-être la plus fascinante et en même temps la plus inquiétante chez le buffle du Cap, son cerveau. Le buffle du Cap appartient aux ongulés les plus intelligents de la planète. Et ce n'est pas une impression subjective. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les éthologues après des décennies d'observations. Richard Estes, l'un des plus grands experts des mammifères africains du XXe siècle, a écrit dans son livre de référence The Behavior Guide to African Mammals que le buffle du Cap présente des schémas comportementaux qui n'ont pas d'équivalent chez les autres herbivores, et l'un de ces schémas est la vengeance. Oui, la vengeance. Un mot que les biologistes n'aiment pas utiliser car il implique une intention consciente. Et l'intention consciente est quelque chose que nous n'attribuons traditionnellement qu'aux primates et peut-être aux dauphins. Mais chez le buffle du Cap, les preuves sont si nombreuses que même les scientifiques prudents commencent à parler de comportement de représailles ciblées. Le cas le plus célèbre et le mieux documenté provient du journal d'un chasseur professionnel nommé Peter Hathaway Capstick. Capstick a chassé en Afrique des années 60 aux années 80 et a écrit plusieurs livres sur ses expériences. Dans l'un d'eux, il décrit un cas au Mozambique. Un chasseur avait blessé un buffle et l'animal s'était enfui dans le bush épais. Le chasseur a attendu plusieurs heures, puis a commencé à traquer l'animal blessé. Mais le buffle n'était pas couché à l'endroit où il avait disparu, il n'était pas parti au loin. Il avait fait ce que Capstick a décrit comme une manœuvre tactique. Le buffle a contourné sa propre trace dans un grand arc d'environ 300 mètres et s'est posté dans les buissons, juste à côté du chemin que le chasseur devait emprunter en suivant les traces de sang. Quand le chasseur est arrivé, le buffle a attaqué par le côté à une distance d'environ 5 mètres.
Le chasseur n'a eu aucune chance de réagir, il n'a survécu que parce que son guide se tenait un peu plus loin et a touché le buffle de 2 coups dans le flanc. Ce n'est pas de l'instinct. L'instinct dit à l'animal « fuis ou bats-toi ». L'instinct ne dit pas à l'animal « contourne ta propre trace, trouve une position tactiquement avantageuse et attends en embuscade ». C'est de la stratégie et ce n'est pas un cas isolé. En Tanzanie, dans la région du Selous, un ranger nommé Brian Nicholson a documenté le cas d'un buffle blessé ayant suivi un chasseur pendant la nuit. Le chasseur avait blessé l'animal en fin d'après-midi et avait décidé de reporter le pistage au matin. Le matin, il a trouvé des traces fraîches de buffle autour de son campement. L'animal était venu la nuit, avait tourné autour de la tente, puis s'était retiré dans le bush. Nicholson l'a interprété de manière sans équivoque. Le buffle cherchait la position du chasseur, le surveillait et, bien que le chasseur soit vulnérable la nuit, le buffle ne l'a pas attaqué. Pourquoi ? Nicholson pensait que le buffle attendait la lumière du jour pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, comme s'il calculait. Et il y a des cas qui vont encore plus loin. En Zambie, le zoologiste Norman Carr a enregistré le cas d'un buffle blessé par un chasseur qui s'était enfui. Le chasseur est parti et est revenu au même endroit 3 jours plus tard avec un véhicule différent et des vêtements différents. Le buffle, selon les traces et la description des rangers, il s'agissait du même animal, a attaqué le chasseur dès qu'il s'est approché à une distance d'environ 50 mètres. Il n'a pas attaqué le guide, il n'a pas attaqué les porteurs, il a attaqué l'homme qu'il avait blessé 3 jours plus tôt. Comment l'a-t-il reconnu ? Par l'odeur, visuellement, ou une combinaison des deux ? Carr a écrit que le buffle avait reconnu une personne spécifique et l'avait attaqué de manière ciblée, et ce, après 3 jours. Il existe des histoires non vérifiées, mais de répétées, venant du Kenya et de Tanzanie, sur des buffles qui se seraient souvenus d'un chasseur particulier même après des mois. Une histoire circulant parmi les guides du Masai Mara parle d'un mâle blessé par un chasseur qui, 1 an plus tard, aurait attaqué le même homme alors qu'il traversait la zone en jeep. Cette histoire n'a pas de documentation scientifique et doit être prise avec précaution, mais le simple fait que les guides la racontent et la prennent au sérieux en dit long sur la réputation que le buffle du Cap s'est forgée. Que dit la science ? Une étude publiée dans la revue Animal Behavior en 2009 a examiné les capacités mémorielles des ongulés et a révélé que le buffle du Cap possède une mémoire spatiale et sociale nettement supérieure à celle de la plupart des espèces apparentées. Les buffles se souviennent des itinéraires, des sources d'eau, des endroits où ils ont été attaqués et des individus spécifiques du troupeau, y compris des relations hiérarchiques formées des années auparavant. Des chercheurs de l'université de Pretoria ont prouvé que les buffles peuvent reconnaître des visages humains individuels sur des photographies, et ce même après un intervalle de temps. C'est une capacité qu'ils partagent avec les corbeaux, les éléphants et certains primates. Un herbivore avec une mémoire de primate. Réfléchissez-y. Et maintenant, imaginez que cet animal ne vive pas seul. Imaginez qu'il vive dans un troupeau comptant 300. 500, parfois même 1000 individus. Et imaginez que ce troupeau fonctionne comme une seule unité. Car c'est exactement ainsi qu'un troupeau de buffles du Cap fonctionne. Et là, l'histoire passe de la catégorie animal dangereux à la catégorie armée organisée. Un troupeau de buffles du Cap n'est pas un regroupement aléatoire d'individus qui restent ensemble parce que c'est plus sûr. C'est une structure sociale complexe avec une hiérarchie, une communication, une prise de décision collective et, ce qui est crucial, une défense mutuelle. Des recherches menées par Herbert Prince de l'université de Wageningen aux Pays-Bas ont montré quelque chose que la littérature spécialisée appelle le vote. Oui, les buffles votent, du moins c'est ce qu'il semble. Prince a observé que lorsque le troupeau se repose et que le moment approche de se déplacer vers un nouveau pâturage ou vers l'eau, les femelles adultes commencent à se lever et à regarder dans une direction précise. Chaque femelle regarde là où elle pense que le troupeau devrait aller. Quand la majorité des femelles rentrent dans la même direction, le troupeau se lève et part dans cette direction. S'il n'y a pas d'accord, le troupeau reste sur place jusqu'à ce qu'un consensus se forme. Prince a appelé cela le voting behavior, le comportement de vote, et c'est l'un des rares cas où une prise de décision collective a été documentée chez les ongulés. Mais voter sur la direction du voyage n'est qu'un début. Ce qui rend le troupeau de baffles du Cap vraiment exceptionnel, c'est sa réaction face à une menace.
Quand un prédateur, typiquement une troupe de lions, attaque un membre du troupeau, le reste du troupeau ne fait pas ce que l'on attendrait d'herbivores. Il ne fuit pas. Il fait demi-tour et contre-attaque tout le troupeau ensemble. Et si vous pensez que j'exagère, il existe des dizaines de vidéos filmant des tmés dans les parcs nationaux sud-africains et kenyans. Le scénario typique ressemble à ceci. Une troupe de lionnes attaque un jeune buffle ou un individu plus âgé resté à la traîne. Si l'attaque réussit, les lions terrassent contre la proie. Ils ont environ 1 minute, peut-être 2, avant que le troupeau ne s'organise, et là, ça arrive. Des centaines de buffles se retournent, se mettent en formation, et oui, ils se mettent réellement en formation, ce n'est pas une métaphore, et foncent sur les lions. À ce moment-là, les lions ont 2 options, lâcher la proie et fuir ou mourir, et ce n'est pas une exagération. Il existe des cas documentés où un troupeau de buffles a tué un lion qui refusait d'abandonner sa proie. Sur une vidéo du parc national Kruger de 2004, on voit un troupeau de buffles soulever un lion mâle adulte sur ses cornes et le projeter à 3 mètres en l'air. Le lion n'a pas survécu à la chute. Je voudrais m'arrêter un instant sur quelque chose de personnel. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux buffles du Cap, j'avais en tête l'image classique de l'Afrique. Le lion et c'est le roi. Les autres animaux sont soit des proies, soit des menaces, mais le lion est au sommet. Mais plus je lisais, plus j'étudiais les rapports et les carnets de chasse, plus cette image s'effondrait. Le lion n'est pas au sommet. Le lion est un prédateur qui doit constamment calculer les risques. Et le buffle du Cap est l'un des plus grands risques qu'un lion puisse prendre. Si ce changement de perspective vous amuse autant que moi, un abonnement à Secrets de la faune vous garantira de ne manquer aucune de ces histoires. Mais revenons au troupeau. L'un des aspects les plus impressionnants de la défense collective des buffles est que le troupeau ne défend pas seulement ses membres, il défend aussi les petits d'autres espèces s'ils se trouvent à proximité. Dans le parc national Kruger, les rangers ont enregistré un cas où un troupeau de buffles a chassé une meute de hyènes qui attaquait un girafon qui s'était mêlé au troupeau. Les buffles ne connaissaient pas la girafe. Elle n'était pas membre du troupeau, mais elle se trouvait dans leur espace et était attaquée. Et cela a suffi. Ce type de comportement, la protection de non-membres du groupe, est extrêmement rare dans le règne animal. On le trouve chez les éléphants, chez certaines espèces de dauphins, chez les humains, et chez les buffles du Cap. Et maintenant les chiffres qui illustrent tout cela. Un troupeau moyen de buffles du Cap dans les zones où les pâturages sont abondants compte de 300 à 500 individus. Mais pendant la saison des pluies, quand l'herbe est haute, les troupeaux fusionnent. Dans le Serengeti et dans la région de l'Okavango, on a enregistré ce qu'on appelle des super troupeaux, comptant plus de 2000 individus. 2000 buffles pesant chacun environ 700 kg. Cela fait une masse totale de plus de 1 400 000 kg. 1400 tonnes de force vive qui se déplacent comme un seul organisme. Aucun prédateur sur Terre ne s'attaque à un super troupeau de buffles du Cap, même pas une troupe de 30 lions, simplement pas. Et c'est ici que nous arrivons à l'un des conflits les plus dramatiques de toute la nature. Le lion contre le buffle, le prédateur contre la proie, sauf que, et c'est là le point crucial dans ce cas précis, il n'est pas du tout clair qui est le prédateur et qui est la proie. Les lions se spécialisent dans la chasse au buffle du Cap. Dans certaines régions, notamment dans le parc national Kruger en Afrique du Sud et à Hwange au Zimbabwe, les buffles constituent plus de 50% du régime alimentaire des lions. C'est leur proie principale, mais cela ne signifie pas que la chasse est facile. Au contraire, la chasse au buffle du Cap est la chose la plus dangereuse qu'une lionne fera dans sa vie, et les données le confirment. Une étude publiée dans le Journal of Zoology en 2013 a analysé plus de 800 tentatives de chasse de lions dans le parc Kruger. Pour les buffles du Cap, le taux de réussite de l'attaque n'était que de 22%. À titre de comparaison, pour les impalas, le taux de réussite est d'environ 38%. Pour les zèbres, environ 30%. Le buffle est donc la proie que les lions tentent le plus souvent de chasser, mais aussi la proie contre laquelle ils échouent le plus souvent. Et échouer lors d'une chasse au buffle n'est pas comme échouer lors d'une chasse aux zèbres. Quand les lions échouent avec un zèbre, le zèbre s'enfuit simplement et les lions se couchent et attendent la prochaine opportunité. Quand les lions échouent avec un buffle, le buffle peut se retourner et attaquer, et les données montrent que cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense.
Selon les estimations des rangers sud-africains, une chasse au buffle ratée sur 10 s'accompagne d'une contre-attaque du troupeau. Et ces contre-attaques ne sont pas symboliques, elles sont mortelles. Craig Packer, biologiste de l'Université du Minnesota qui a passé plus de 30 ans à étudier les lions dans le Serengeti, estime que le buffle du Cap est responsable de la mort d'environ 15% de tous les lions qui meurent des suites de blessures. Pas de faim, pas de maladie, pas lors de combats avec d'autres lions, mais sous les cornes des buffles. 15%. C'est un chiffre qui devrait changer notre manière de penser cet animal. Et puis, il y a cette vidéo, la vidéo Battle at Kruger. Si vous ne l'avez pas vue, cela vaut la peine de la regarder après cet épisode. Elle a été filmée par des touristes dans le parc national Kruger en 2004 et compte plus de 100 millions de vues sur YouTube. Un enregistrement de 8 minutes que le National Geographic a qualifié comme l'une des séquences de vie sauvage les plus impressionnantes jamais filmées. L'intrigue est la suivante. Une troupe de lions attaque un petit troupeau de buffles au bord d'une rivière. Les lions se concentrent sur un jeune buffle, un veau qui a peut-être 1 an. Ils le traînent dans l'eau. À ce moment-là, un crocodile surgit et attrape le veau par la patte. S'ensuit un bras de fer. Les lions tirent d'un côté, le crocodile de l'autre. Finalement, les lions gagnent et sortent le veau sur la rive. Le veau est vivant, mais coincé sous les lions. Et là, le retournement de situation. Le troupeau de buffles, qui s'était dispersé après la première attaque, s'organise et revient. Pas 2 ou 3 individus, tout le troupeau. Des dizaines de buffles se rangent et avancent vers les lions. Les lions, qui tiennent le veau, sont soudainement encerclés de plusieurs côtés et les buffles attaquent. Un mâle prend un lion sur ses cornes et le projette en l'air. Les autres lions s'enfuient et le veau se lève et retourne dans le troupeau. Il a survécu à l'attaque des lions et du crocodile. Cette vidéo n'est pas une exception. C'est la preuve visuelle de ce que les rangers et les biologistes observent depuis des décennies. Un troupeau de buffles du Cap est capable d'une contre-attaque organisée, les individus adultes risquant délibérément leur propre vie pour sauver un membre du troupeau. En biologie, on appelle cela l'altruisme réciproque, et chez les ongulés, c'est extrêmement rare. Mais pourquoi au juste les lions chassent-ils les buffles si c'est si dangereux ? La réponse est simple, sur le She Cochrane Troct Center, le gain énergétique. Un buffle adulte pèse 700 kg. C'est de la viande qui nourrit toute une troupe pendant plusieurs jours. En comparaison, une impala pèse environ 60 kg. Les lions devraient chasser 10 impalas pour obtenir la même quantité de nourriture qu'avec un seul buffle. Et chaque chasse coûte de l'énergie. Chaque chasse est un risque, donc du point de vue du lion, cela fait sens de risquer le tout pour le tout avec un buffle. Si ça marche, c'est le jackpot. Le problème est que cela ne marche que dans 22% des cas. Et c'est précisément à cause de ce risque que la stratégie de chasse des lions pour les buffles diffère de celle pour n'importe quelle autre proie. Les lions chassent les buffles presque exclusivement la nuit. La raison est double. Premièrement, la nuit, les lions ont l'avantage grâce à une meilleure vision nocturne. Deuxièmement, et c'est plus important, la nuit, le troupeau est moins organisé. Les buffles dorment ou somnolent la nuit, et la réaction du troupeau à une attaque est plus lente. Le jour, quand le troupeau est éveillé et en mouvement, l'attaque organisée du troupeau est une question de secondes. La nuit, cela prend plus de temps, et ces secondes supplémentaires peuvent suffire aux lions. Mais même la chasse nocturne est un pari. Les buffles ont ce qu'on appelle des sentinelles, des individus qui ne dorment pas et se tiennent à la lisière du troupeau. Ils servent de garde. Et si une sentinelle détecte un mouvement, un signal d'alerte retentit. Un mugissement profond et sourd que l'on entend à plus d'1 kilomètre, et le troupeau se lève en quelques secondes. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend un animal réellement dangereux ? La plupart des gens diraient les dents, les griffes, le venin, la taille, mais ce ne sont que des outils. Un animal réellement dangereux est un animal qui sait comment utiliser ses outils, quand les utiliser et contre qui les utiliser. Et c'est précisément ce que le buffle du Cap sait de faire. C'est pourquoi nous arrivons au dernier chapitre, et peut-être le plus dramatique de cette histoire, la confrontation entre l'homme et le buffle. Dans le jargon de la chasse, il existe le terme « Big Five », les 5 grands. 5 animaux africains considérés comme les proies les plus difficiles et les plus dangereuses pour un chasseur. Le lion, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et le buffle du Cap. Cette liste a été créée au XIXe siècle, à l'époque des expéditions coloniales, et n'a pas été établie selon la taille ou la rareté de l'animal. Elle a été établie selon un seul critère, la dangerosité de l'animal lors de sa chasse.
Et dans cette liste, entre le lion, le léopard, le rhinocéros et l'éléphant, le buffle du Cap occupe systématiquement la première ou la deuxième place comme la proie la plus difficile. Pourquoi ? Parce que le buffle combine 3 caractéristiques qu'aucun autre animal du Big Five ne possède simultanément. Premièrement, la résistance. Le buffle est incroyablement résistant aux blessures. Il existe des cas documentés où un buffle a survécu à un tir de fusil de chasse dans les poumons, le cœur ou le foie et a continué à attaquer activement le chasseur pendant des dizaines de minutes. Le chasseur professionnel Robert Ruark, qui chassait au Kenya dans les années 50, a décrit le cas d'un buffle ayant reçu 2 balles dans les poumons et une dans le cœur. 3 tirs dont chacun aurait dû être mortels. Et pourtant, il a encore couru pendant 7 minutes, attaquant et essayant de tuer le chasseur. Ruark a décrit cela avec des mots devenus des classiques de la littérature de chasse. Le buffle, selon lui, donnait l'impression d'avoir simplement refusé d'accepter la mort. Deuxièmement, la pensée tactique. Nous en avons déjà parlé. Un buffle blessé ne s'enfuit pas en sécurité. Il contourne sa propre trace, prend position en embuscade et attend. Les chasseurs appellent cela « the ambush », l'embuscade. Et c'est si courant que chaque chasseur professionnel en Afrique ayant un jour traqué un buffle blessé connaît ce scénario. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Troisièmement, feindre la mort. Et c'est peut-être la caractéristique la plus effrayante de toutes. Un buffle lourdement blessé se couche, ferme les yeux et s'arrête de bouger. Il a l'air mort. Le chasseur s'approche pour vérifier son trophée, et le buffle attaque depuis le sol à une distance de 2 mètres, les cornes pointées directement sur le chasseur. À ce moment-là, vous n'avez aucune chance de recharger, aucune chance de fuir, aucune chance de faire quoi que ce soit. Vous avez une fraction de seconde et 900 kg de muscles enragés avec des cornes d'1 mètre qui foncent droit sur vous. Peter Capstick, que j'ai mentionné plus tôt, a écrit que durant sa carrière, il a connu personnellement 11 chasseurs professionnels tués par le buffle du Cap. 11. Et c'était des professionnels, des hommes et des tonnes avec des décennies d'expérience, qui ont les meilleures armes et qui ont été accompagnés de guides. Si le buffle tue un professionnel, que ferait-il à un amateur ? La réponse est terriblement simple. Dans les régions où vivent les buffles du Cap et où vivent également des bergers, des fermiers ou des villageois, les attaques de buffles sur les civils sont la cause la plus fréquente de décès causés par la faune sauvage. En Tanzanie, une agence gouvernementale, le Tanzania Wildlife Research Institute, a publié une étude analysant les attaques d'animaux sur les humains entre 2000 et 2010. Le buffle du Cap était responsable d'un tiers de toutes les attaques mortelles, plus que le lion, plus que l'éléphant, plus que l'hippopotame, un tiers. Et ce qu'il y a de pire dans ces attaques, c'est leur nature. Le lion attaque quand il a faim. L'éléphant attaque quand il est dérangé ou quand il protège son petit. L'hippopotame attaque quand vous entrez sur son territoire. Toutes ces attaques ont une logique, du moins du point de vue de l'animal. Le buffle attaque différemment. Le buffle attaque de manière préventive. Il arrive près d'un village, tombe sur un humain et attaque. Pas parce que l'humain est entré sur son territoire, pas parce que le buffle protège un petit, simplement parce que l'humain est là. Et le buffle a décidé qu'il ne devait pas être là. Les rangers dans les parcs kenyans et tanzaniens ont un protocole spécial pour le buffle du Cap. Si un buffle est repéré à proximité d'un sentier touristique, le sentier est fermé. Pas pour 1 heure, pour toute la journée. Parce que le buffle, contrairement à la plupart des autres animaux, ne s'en ira pas. Il restera et attendra. Et si un touriste s'approche à une distance que le buffle considère comme trop proche, et cette distance peut être de 100 mètres, le buffle attaquera sans prévenir. Sans prévenir, c'est la phrase clé. La plupart des animaux dangereux vous avertissent avant d'attaquer. L'éléphant lève sa trompe et barille. Le rhinocéros gratte le sol et souffle. L'hippopotame ouvre la gueule et montre ses crocs. Le lion grogne. Tous ces signaux disent « recule » ou « j'attaque ». Ils vous donnent une chance de partir. Le buffle, non. Le buffle reste debout, vous regarde, a l'air calme, et puis il attaque. Le passage de l'arrêt au plein sprint prend environ 2 secondes. À une distance de 50 mètres, cela signifie que vous avez environ 3 secondes avant qu'il ne vous percute. 3 secondes, c'est moins de temps qu'il ne vous en faut pour lire cette phrase. Et ce qui est encore pire, lors de l'attaque, le buffle baisse la tête de sorte que les cornes pointent vers l'avant et que le boss serve de bouclier. Cela signifie que même si vous tirez, un impact frontal a une chance minimale de passer à travers. Vous devez toucher la zone latérale, le cou, l'épaule ou le thorax derrière l'omoplate.
Mais cela exige que, pendant ces 3 secondes, vous vous tourniez, visiez et tiriez sur une cible mouvante roulant à 50 km par heure. Les chasseurs professionnels s'entraînent précisément à ce scénario pendant des années, et pourtant certains d'entre eux échouent. Il existe une histoire, et celle-ci est vérifiée, elle a été publiée dans le magazine de chasse sud-africain Magnum dans les années 90, concernant un chasseur professionnel qui traquait un buffle blessé dans un bush dense dans la région de Limpopo. Le chasseur avait plus de 20 ans d'expérience. Il avait un fusil de calibre .470 Nitro Express, l'un des calibres de chasse les plus puissants au monde, conçu à l'origine pour les éléphants. Il avait 2 guides expérimentés. Et pourtant, quand le buffle a attaqué depuis les buissons à une distance d'environ 8 mètres, le chasseur n'a eu le temps de tirer qu'une seule fois. La balle a touché le buffle à l'épaule, mais ne l'a pas arrêté. Le buffle a soulevé le chasseur sur ses cornes, l'a projeté au sol, puis est revenu et a commencé à le piétiner. Les guides ont tiré, mais le buffle réagissait aux impacts comme s'il s'agissait de piqûres de moustiques. Ce n'est qu'après le 6e coup que l'animal s'est effondré. Le chasseur a survécu, mais il a passé 3 mois à l'hôpital. Il avait 12 côtes cassées, un poumon perforé, le bassin broyé et des hémorragies internes. Après sa guérison, il n'est plus jamais retourné dans le bush. Et c'est l'histoire d'un professionnel avec le meilleur équipement. Qu'en est-il alors d'un berger avec un simple bâton ? Dans les communautés d'Afrique de l'Est et australe, où les gens partagent leur espace avec les buffles du Cap, tout un ensemble de règles et de rituels s'est développé pour les éviter. Dans certains clans Maasai, il existe une règle stipulant que l'on ne va jamais dans le bush après la tombée de la nuit si des traces de buffles ont été repérées aux alentours. Au Mozambique, les bergers utilisent un type d'encens spécifique, un mélange d'herbes brûlées dont la fumée, selon la tradition locale, repousserait les buffles. Est-ce que cela fonctionne ? Probablement pas, mais l'existence même d'un tel rituel montre à quel point la peur du buffle est profondément ancrée dans la culture locale. Je vais vous dire encore quelque chose qui m'a surpris lors de mes recherches. Cela m'a semblé incroyable au début, mais plus je creusais, plus cela prenait tout son sens. Le buffle du Cap est le seul animal du Big Five qui chasse activement le chasseur. Cela semble absurde, un herbivore qui chasse le chasseur. Mais c'est précisément ainsi que les chasseurs professionnels le décrivent. Quand vous blessez un lion et que vous le perdez dans le bush, le lion s'en va typiquement et se cache. Vous le retrouverez ensanglanté sous un buisson. Quand vous blessez un éléphant, l'éléphant fuit le plus loin possible. Quand vous blessez un rhinocéros, le rhinocéros attaque de manière impulsive, en ligne droite, sans plan. Mais quand vous blessez un buffle, le buffle s'arrête, regarde derrière lui et commence à réfléchir. Et puis il fait quelque chose qu'aucun autre animal herbivore blessé ne fait. Il commence à vous chasser. Cela nous amène à la conclusion et à la question qui m'accompagne tout au long de cette histoire. Que signifie réellement un animal dangereux ? Quand j'ai commencé Secrets de la faune, il y a des années, j'avais une hiérarchie claire en tête. Au sommet se trouvaient déjà les grands prédateurs, lions, tigres, requins, crocodiles. En dessous d'eux, les animaux venimeux, serpents, araignées, méduses. Et tout en bas, dans la catégorie intéressant mais inoffensif, il y avait les herbivores, vaches, chèvres, antilopes, buffles, des animaux qui mangent de l'herbe et ne font de mal à personne. Et puis, je me suis plongé dans les histoires du buffle du Cap, et cette hiérarchie s'est complètement effondrée. Parce que la dangerosité d'un animal ne se mesure pas à ses dents, elle ne se mesure pas à son venin, elle ne se mesure même pas à sa taille. Elle se mesure par la combinaison de ses capacités physiques, de son intelligence, de sa mémoire, et c'est la clé de sa volonté d'utiliser tout cela contre vous. Et dans cette combinaison, le buffle du Cap surpasse la plupart des animaux que nous considérons comme dangereux. Le lion a des dents et des griffes, mais il n'a pas la mémoire du buffle. Le lion ne commencera pas à vous traquer après que vous l'avez blessé. Le lion n'a pas de troupeau qui se rangera derrière lui pour lancer une contre-attaque coordonnée. Le crocodile a la force et la vitesse, mais il fonctionne purement à l'instinct. Il attaque ce qui bouge dans l'eau. Il n'a pas la pensée tactique du buffle. Un serpent venimeux vous mordra, mais il ne pourra pas revenir pour vous attaquer une deuxième, une troisième fois, avec un plan stratégique et au moment tactiquement le plus avantageux. Le buffle du Cap possède tout cela. La force, la vitesse, la résistance, la mémoire, la stratégie et le troupeau. C'est un organisme défensif parfait,
un animal que l'évolution a équipé de tout ce dont il a besoin non seulement pour survivre, mais pour se défendre activement contre tout ce qui le menace, y compris nous. Et quelle est ma conclusion personnelle après des mois de recherche? C'est l'humilité. Une profonde humilité devant un animal que j'avais toujours considéré comme une vache africaine ennuyeuse. Le buffle du Cap m'a appris que la chose la plus dangereuse dans la nature n'est pas la force brute. La chose la plus dangereuse dans la nature, c'est l'intelligence alliée à la détermination. Et c'est une leçon qui s'applique bien au-delà des frontières de la savane africaine. Et maintenant, j'ai une question pour vous, je suis curieux de connaître votre réponse. Si vous vous retrouviez dans le bush africain et que vous pouviez choisir l'animal que vous allez croiser, un lion, un éléphant, un rhinocéros, un hippopotame ou un buffle du Cap, lequel choisiriez-vous et surtout, lequel aimeriez-vous rencontrer le moins? Écrivez-le moi dans les commentaires, car je veux vraiment savoir si votre réponse a changé après cet épisode. Moi, je sais comment je répondrai. Avant de préparer ce sujet, j'aurais dit le lion. Maintenant, je dirais le buffle, et de très loin. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Tomasz Krzyżek. C'était Secret de la faune, et je vous verrai pour le prochain épisode, car dans la nature africaine, il y a encore beaucoup d'animaux que vous pensez connaître, et dont vous n'avez pourtant aucune idée de ce dont ils sont capables.